Salam alaikum et merci de votre accueil et de ce chemin du cœur que nous sommes en train de parcourir tous ensemble. Alors, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont parlé du développement durable et je ne voudrais pas faire de redite. Et le sujet, ce sont les médias et le développement durable. Les mots sont des messagers dont parfois le sens nous échappe. Le mot média est plein d'ambiguïté, de facettes. Il signifie moyen d'informer le plus grand nombre. Il est le passeur d'idées que chacun à sa façon va recueillir. Le développement durable, lui, est un concept, une démarche de progrès, une idée simple au départ qui consiste à protéger l'environnement sans nuire à l'économie et que l'on date, vous l'avez entendu, du rapport Brundtland en 1987. La véritable prise de conscience, on vous l'a dit aussi, c'est la conférence de Stockholm en 1972, la création du PNUD. C'est une idée qui depuis toujours fait son chemin dans l'esprit des hommes, qui avaient par obligation géré avec parcimonie une nature qu'ils jugeaient infinie et qui, par nos trop grandes réussites techniques et industrielles, leur a révélé ses limites avec brutalité. L'environnement a donc choisi comme média premier l'art, les livres, et la nature a été présente partout, dans les saisons, dans les paysages, dans les poèmes, dans les impressions, ce lien entre l'homme et son milieu. Il vit de la terre, de l'eau, la conquête du feu fut une épopée, et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la nature et l'environnement ont fait leur entrée dans la science. Le XIXe siècle verra les grandes découvertes aboutir à des technologies révolutionnaires qui vont changer la donne. René Dubos, qui avait participé avec Barbara Ward à la conférence de Stockholm et qui avait rédigé avec elle le rapport final, avait tout compris de ce que le futur nous réserve. Ces réussites de l'ère technico-industrielle avaient leur part d'ombre. Elles étaient créatrices de problèmes, et pas des moindres. Déjà, le Club de Rome, qui réunissait les grands patrons européens, avait commencé à critiquer le progrès technique comme seule fin en soi. Nous allons voir que par l'intermédiaire des médias, l'opinion a commencé à se sensibiliser localement, nationalement, internationalement. Ce sont des noms enfouis dans vos mémoires et dans la mienne qui ont sonné la fin d'une croissance sans limite. Nous avons eu Seveso en Italie, Sandoz en Suisse, et l'on a vu les fleuves charrier des tonnes de poissons morts. Bhopal, où ce sont les hommes qui ont payé le prix fort par leur vie. Et puis il y a eu Tchernobyl, et les médias ont témoigné, apporté la preuve que le progrès pouvait ne plus être au service des hommes et de la nature, mais au contraire, créer d'irrémédiables dommages. De la science et des technologies hautement développées découlaient désormais des risques de destruction massive. Les grands médias montraient aussi les progrès des moyens de communication et de transport. Mais tout cela entraînait une pollution croissante, l'augmentation des bruits, la vulnérabilité par surcharge d'informations d'une société devenue trop complexe. Ils voyaient que tous les systèmes de production efficaces aboutissaient à la déshumanisation du travail ordinaire et que l'abondance de la croissance matérielle accroissait la consommation par personne de l'énergie et des biens, entraînant l'épuisement des ressources. Quant à la richesse accrue des pays développés, elle accentuait le fossé et le sentiment de frustration entre les pays ayant et ceux n'ayant pas. Alors le sujet de l'environnement était porté dans les médias à cette époque par des sentiments de colère, de peur, d'impuissance, jusqu'à dessiner un avenir bien sombre avec des dangers majeurs menaçant l'avenir de l'humanité, de la Terre. Et les nouveaux médias de la deuxième moitié du XXe siècle, télévision, Internet, donnaient des images qui dépassaient notre imagination. Ce sont ces visions de la centrale nucléaire éventrée de Tchernobyl qui ont secoué les consciences planétaires et ce sont ces reportages qui ont donné du poids aux idées que quelques journalistes engagés s'évertuent à faire partager. Le mur de Berlin en est tombé par terre. Nous n'avons qu'une terre. C'était le titre des travaux de la conférence de Stockholm. Et tout cela, tout d'un coup, cela s'incarnait. Cela se voyait, cela se ressentait. Les opinions mondiales devenaient méfiantes devant les beaux jouets de la technique. Mais tant de peuples encore aspiraient au progrès. Tant de richesses encore pouvaient être pillées. Le message de Dubos soulignait
Presque toutes les innovations technologiques ont entraîné, en fin de compte, une forme ou une autre de la dégradation de l'environnement et de la société. Mais j'aurais tendance à croire, comme Confucius, qu'il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Il faut étudier maintenant comment nous pouvons aider les environnements naturels et humanisés à surmonter leur état de dégradation et faire apparaître des valeurs inhérentes au milieu et qui resteraient inexprimées si la nature demeurait partout sauvage. C'est bien cette pensée qui allait faire son chemin, tout d'abord dans les rares médias spécialisés que certains lançaient dans le monde. En 1992, date à laquelle nous avons commencé cette aventure avec le magazine Valeurs Vertes, la conférence de Rio avait allumé un peu de lumière et lancé les bases à travers 21 principes fondamentaux soulignant l'importance de la valeur de l'environnement, non seulement pour l'homme, mais pour son avenir spirituel et matériel. Que les plus grands pays de la planète se réunissent pour parler de cela avait constitué un événement médiatique majeur. Certains le comparaient à une fête babacool, d'autres au contraire y voyaient les prémices d'une pensée novatrice, la petite bougie. Autre réalité que les médias ont peu à peu révélée, vous le savez, c'est le réchauffement ou plutôt le dérèglement climatique. Là, il ne s'agissait plus d'une catastrophe localisée, mais d'un phénomène erratique concernant tout le monde. Au début, les journaux qui relayaient l'info étaient considérés comme des porteurs volontaires de mauvaises nouvelles. Peu à peu, les scientifiques, essayant de communiquer en langage clair, le monde entier, par télé interposée, a pu juger que ce n'était pas un fait mineur. Après bien des conférences internationales, le protocole de Kyoto a été enfin ratifié grâce à la signature de la Russie. Il symbolisait une forme d'espoir. Plus de 150 pays, si différents, si riches, si pauvres, réfléchissaient ensemble pour faire face aux défis majeurs du siècle à venir. La petite lumière, toujours. Les médias généralistes, peu à peu, sortaient l'environnement de sa cage fleurie et comprenaient qu'il constituait la nécessaire condition de la survie de l'espèce. Dans quelques semaines, en décembre, la conférence sur le climat de Copenhague aura lieu. Et elle verra, j'en suis sûre, malgré ce qui se dit, elle verra un plus grand nombre de pays s'engager pour limiter les gaz à effet de serre, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, je crois que c'est l'Algérie qui la représente. Quel que soit le résultat, c'est cette idée d'un monde commun qui va conditionner le futur. Aujourd'hui, il n'existe pas un média, grand ou petit, qui ne parle de développement durable, mélangeant les enjeux. Chaque conférence internationale attire des centaines de journalistes du monde entier et ils sont convaincus du sujet. Quelque chose de nouveau se lève, une idée pour le futur. Le développement durable n'est plus réduit à la simple expression d'une défense de la nature très localisée, très personnelle. Au contraire, il concerne le plus grand nombre, il est entré dans l'économie. Les normes, les écolabels ponctuent cette lente conquête de sa légitimité. Il est au cœur des réflexions stratégiques des ressources en eau. Vous avez vu le forum d'Istanbul, où on n'a pas encore voté le droit à l'eau comme un droit humain, mais dans 3 ans, à Marseille, peut-être le fera-t-on. Il est au cœur de la défense de la biodiversité, les sols fertiles qui disparaissent. Il est au cœur des problèmes de l'énergie, et les médias ne se privent pas de nous raconter les odyssées des énergies renouvelables. Justement, parce qu'il est entré en économie, il a fini par convaincre les financiers les plus rétifs. Les analystes financiers prennent maintenant en compte une comptabilité qui n'existait pas avant, la valeur de l'environnement, la préservation des ressources. Même si le fameux investissement socialement responsable et la RSE, responsabilité sociale et environnementale, ne se sont pas traduits dans les faits de la crise actuelle véritablement de façon forte, ils existent, et des mots comme économie circulaire commencent à prouver qu'une économie intelligente, avec des découvertes technologiques, permettra de ne plus épuiser les matières premières qui seront renouvelées grâce à des technologies de recyclage. Nous n'avons jamais désespéré de l'avenir et vous en êtes une preuve. Vous nous donnez confiance pour les combats futurs. Nous savons qu'il y a un chemin, mais les médias n'ont pas forcément tout à fait intégré ce sens profond du développement durable que certains cherchent à cantonner dans des petits gestes bons pour l'environnement. Suffirait-il ?
Le véritable enjeu à terme, c'est de faire prendre conscience que chaque région, chaque communauté possède un génie du lieu qui lui appartient en propre et qui résulte d'une interaction prolongée entre l'homme et son environnement. Ce processus d'adaptation réciproque tisse la trame de la vie. Nous voyons s'ébaucher une relation à double sens entre l'humanité et la Terre. Il y a plus de 30 ans, René Dubos écrivait « Avec d'une part des activités de gestion de plus en plus centralisées et fondées sur une science sophistiquée, et d'autre part un foisonnement de gestion décentralisée traitant au niveau local et à l'échelle humaine les aspects les plus intimes de la vie, la gestion du futur peut se résumer ainsi. Penser global, agir local. Cette phrase lui appartient. Elle a éclairé les médias et les opinions sur ce long chemin du développement durable dont le sens secret et l'émotion de l'homme face à la nature et au cosmos, trouver un équilibre juste et surtout choisir d'être humain. Merci. Merci à vous, madame, pour avoir fait dans la concision. Traduction. في البداية وسائل الإعلام لها معان كثيرة ومرادفات، والتنمية المستدامة كذلك هي فلسفة وطريقة تفكير وعيش. فمنذ القدم استعمل الإنسان الفن والكتابات والطبيعة من أجل التواصل، وكان اكتشاف النار من أهم المسائل التي توصل إليها الإنسان، ثم شيئا فشيء تم إدماج العلوم في التقنيات في العلوم. إنها كلمات وعبارات، والتقدم قد يكون سببا في تدمير شامل، وما حادثة تشيرنوبيل إلا خير دليل على ذلك. فكل الأنظمة الأكثر تطورا تؤدي في النهاية ونحن نعيش بعض مرحلة منها إلى التفرقة والخوف وعدم القدرة، والمصير هو مبهم لحد الآن. صور تفوق خيالاتنا نشاهدها عبر وسائل الإعلام، وكذلك لا نخفي أن كارثة تشيرنوبيل أحيت شعورا لدى الإنسان، وأكدت بأن إشعال شمعة هو أفضل من سخط وشتم تائم للظلام. وهذه الفكرة بدأت طريقها رويدا، حيث في 1992 بريو لأول مرة تم استقبال دول من أجل التحدث حول مستقبل مشرق، وكانت هناك دول مشاركة كثيرة. كذلك ميثاق كيوتو والأمل كبير في المستقبل، ونحن نترقب بأمل كبير ملتقى كوبنهاغن الذي سوف يوحد العالم في هذا الميدان. كل وسائل الإعلام تتحدث حول التنمية المستدامة ويتعدى النطاق المحلي. هذه التنمية المستدامة التي أصبحت تتعدى مفهوم النطاق المحلي إلى مشاكل عالمية مثلا كنقصان الماء. فعلينا اقتصاد ذكي، وعلينا كذلك مساندة هذه الفكرة الاقتصاد الذكي للموارد الطبيعية التي بدأت تتولد شيئا فشيئا. ومن هذه العوامل كذلك ما يمكننا من الشعور بأن المستقبل مشترك، وعلينا أن نفكر جميعا ونعمل محليا.